did you say this is? Bruno, guy. Bruno Anthony. Don't you remember on the train? Et si le plus grand danger, ce n'était pas l'inconnu que vous croisez dans un train, mais la part de vous-même qui est tentée de l'écouter. L'inconnu du Nord Express n'est pas seulement l'histoire d'un pacte insensé. C'est un miroir que nous tend Alfred Hitchcock, et ce qu'il nous renvoie est aussi fascinant que terrifiant. Au fond, la proposition est simple, presque logique dans son immoralité. Je commets votre meurtre, vous commettez le mien. Pas de mobile, pas de lien, le crime parfait. Voilà une obsession chez notre cinéaste favori. Une mauvaise blague lancée entre deux vers qui va pourtant devenir le moteur d'un des thrillers psychologiques les plus brillants et dérangeants de l'histoire du cinéma. La preuve, vous l'avez élu meilleur film noir thriller des années 50. Un film qui, des décennies plus tard, continue de nous poser une question insidieuse. Jusqu'où irions-nous si quelqu'un nous offrait une solution radicale à nos problèmes, sans risque apparent? I beg your pardon. Aren't you Guy Haines? My name is Bruno. Bruno Anthony. Bonjour aux amoureux de la toile et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective. Aujourd'hui, on s'attaque donc à L'inconnu du Nord Express. Le film arrive en France en janvier 1952 et marque le retour en grâce d'Alfred Hitchcock après des résultats commerciaux décevants, de la corde et surtout des Amants du Capricorne. Et oui, même Hitchcock a eu un passage à vide au niveau box-office en tout cas. Ce film, c'est l'œuvre d'un maître au sommet de son art, un film qui condense toutes ses obsessions, l'homme ordinaire accusé à tort, le transfert de culpabilité, la fascination pour la perversité et bien sûr, cette maîtrise absolue du suspense qui fait sa signature. She's been murdered. Miriam murdered? She was strangled. L'histoire est d'une efficacité redoutable. Guy Haines, un champion de tennis en pleine ascension, mais piégé dans un mariage toxique, rencontre dans un train un certain Bruno Anthony, un dandy psychopathe et charismatique. Bruno, qui connaît toute la vie de Guy par les journaux, lui propose cet échange de meurtres pour se débarrasser de leurs problèmes respectifs. La femme de Guy et le père de Bruno. Guy rit, gêné, pensant à une plaisanterie de mauvais goût, mais Bruno, lui, est mortellement sérieux. Et quand la femme de Guy est retrouvée étranglée, le piège se referme. Now everything didn't go smoothly. She doesn't want the divorce. But you sound so savage, Guy. Sure, I sound savage. I feel savage. I'd like to break her neck. Mais je ne vais pas me contenter de vous résumer l'histoire, je vais essayer d'explorer les coulisses de sa création, de l'adaptation du roman de Patricia Highsmith, à la collaboration difficile entre Hitchcock et la légende du polar Raymond Chandler. La manipulation, la tension insoutenable, les scènes d'anthologie et ce final sur un carrousel devenu fou. C'est encore une fois d'un grand film et d'un grand Hitchcock que nous allons parler aujourd'hui. Alors commençons ce voyage dans la psyché hitchcockienne. Tout commence par une idée brillante qu'elle ne pouvait que séduire Hitchcock. Au début des années 50, il découvre Strangers on a Train, le tout premier roman d'une jeune auteure alors inconnue, Patricia Highsmith. L'histoire contient tout ce qu'il aime, une intrigue plus psychologique que policière, une tension latente et le contexte génial d'un crime croisé. Pour Hitchcock, c'est l'occasion de revenir à ses thèmes de prédilection et de réaliser un film noir spectaculaire pour renouer avec le succès. Il achète les droits du livre de manière anonyme afin de ne pas faire gonfler la facture. Pour cela, il va débourser seulement $7 500. Mais adapter, ce n'est pas copier. La première décision forte d'Hitchcock est de modifier le personnage de Guy. Dans le roman, c'est un architecte. Hitchcock, obsédé par la symétrie et la dualité, en fait un joueur de tennis. Pourquoi ? Parce que le tennis, c'est l'échange. C'est un jeu de va-et-vient, une balle qui traverse le filet, comme la culpabilité qui va passer d'un homme à un autre. C'est une opposition en miroir.
Un duel. Le thème du film est déjà là, dans le métier même de son protagoniste. Vous pensiez que c'était du hasard? Eh bien non, vous vous trompiez. They swap murders. Criss-cross. Le film d'ailleurs s'ouvre sur cette idée de dualité, avec une virtuosité qui pose les bases de tout ce qui va suivre. On ne voit pas de visage, on voit juste des jambes, des pieds, 2 taxis arrivent en parallèle, 2 paires de chaussures en descendent, l'une sobre et classique, celle de Guy Haynes, interprétée par Farley Granger, l'autre bicolore et un peu tape à l'œil, celle de Bruno Anthony, interprétée par Robert Walker. Les 2 hommes marchent en sens inverse, leurs trajectoires se croisent comme des rails du train qu'ils s'apprêtent à prendre. No connection between them at all. Never saw each other before. Dès les premières secondes, sans un mot, Hitchcock nous dit tout. Ces 2 hommes sont opposés, mais inexorablement liés, 2 lignes parallèles destinées à se rencontrer. D'ailleurs, avant de parler un peu plus du casting, je peux déjà vous dire que Hitchcock voulait William Holden pour tenir le rôle du champion de tennis, mais vous l'aurez deviné, il n'était pas disponible. Revenons à cette rencontre qui a lieu dans le wagon-restaurant. C'est Bruno qui l'initie en effleurant le pied de Guy sous la table. Un geste anodin? Non, pas chez Hitchcock. C'est un contact presque intime, une première transgression. Bruno s'impose. Il sait tout de la vie de Guy, sa carrière, son mariage raté, sa nouvelle romance avec Anne, la fille d'un sénateur. Il est charmeur, mais il y a quelque chose de dérangeant dans son insistance, dans son regard. Robert Walker, dans une performance absolument magistrale, incarne un Bruno à la fois enfantin et monstrueux. C'est là, entre 2 vers, que l'idée est formulée. Criss-cross, dit Bruno, un chassé-croisé. I thought the lamb chops were a little overdone myself. Nice meeting you. Now, you think my theory's okay, guy? You like it? Sure, Bruno, sure. They're all okay. Je tue votre femme, vous tuez mon père. La logique est implacable, 2 crimes sans mobile apparent, la police serait perdue. Guy, l'homme bien sous tout rapport, est mal à l'aise, il rit, il tente de changer de sujet, mais il ne rejette pas l'idée avec une véhémence qu'il faudrait. Il est donc fasciné, malgré lui. Car, au fond, Bruno ne fait que verbaliser un désir inavoué. Un peu plus tôt, au téléphone, Guy, excédé par sa femme qui refuse le divorce, a lui-même murmuré qu'il pourrait l'étrangler. Bruno n'est donc pas seulement un inconnu, il est le double maléfique de Guy, la part d'ombre, l'incarnation de ses propres pulsions refoulées. Guy est le versant socialement acceptable, Bruno est l'anarchie, le désir brut. Ils sont les 2 faces d'une même pièce, le Dr Jekyll et Mr Hyde qui se seraient rencontrés dans un train. Is your name Miriam? Right here. Hitchcock filme cette connexion trouble avec une subtilité remarquable pour l'époque. C'est une danse de séduction et de manipulation. En quittant le train, Guy oublie son briquet gravé « From A to G ». Bruno le ramasse. Pour lui, c'est le pacte qui est scellé. Le briquet devient le symbole de leur lien. La genèse du scénario fut presque aussi tordue que l'intrigue du film. Pour transporter le roman de Highsmith, Hitchcock engage une véritable légende du polar, Raymond Chandler. Le mariage de ces 2 géants semblait prometteur, mais il a vite tourné au vinaigre. Chandler n'aimait pas les méthodes de travail de Hitchcock et trouvait la logique de l'intrigue peu crédible. Leur collaboration n'a pas fonctionné et Hitchcock a finalement fait réécrire le script par Senzi Ormond et sa productrice associée Barbara Keon, en se basant sur ses propres notes. Ce contrôle absolu se retrouve dans chaque plan et particulièrement dans la première scène de meurtre. Un chef-d'œuvre de mise en scène, Bruno a décidé d'honorer sa part du contrat. Il suit Myriam, la femme de Guy, dans une fête foraine. Myriam est dépeinte comme une femme vulgaire et infidèle, une vision assez misogyne et typique de l'époque qui suggère qu'elle mérite son sort. Bruno la suit dans le tunnel de l'amour et l'attire sur une petite île isolée. Et là, Hitchcock réalise l'impensable. Il ne nous montre pas le meurtre de front, il nous le montre à travers le reflet des lunettes de Myriam que Bruno a fait tomber au sol. On voit l'agression,
le visage de Myriam se tordant puis le noir. C'est une idée de génie à la fois audacieuse et puissante. Le meurtre est vu à travers le prisme déformant, comme si la réalité elle-même basculait. C'est un acte de voyeurisme ultime où nous, spectateurs, sommes placés dans une position de témoin indirect. Et savez-vous pourquoi ce plan existe? Pourquoi Hitchcock a réalisé ce plan, l'a imaginé? De la contrainte naît le génie. Voilà. Et la contrainte, elle vient du code ICE. Encore une fois, jamais ils auraient accepté de voir le meurtre de façon frontale à l'écran. Et donc, Hitchcock a trouvé un moyen de nous le montrer dans une scène qui est devenue maintenant mythique. Et pendant ce temps, où est Guy? Eh bien, dans un train. C'est un alibi parfait. Il est physiquement innocent, mais l'est-il moralement? C'est toute la question du film. Bruno a exécuté le désir secret de Guy. Par ce meurtre, Bruno contamine Guy. Il lui transfère sa propre culpabilité. Guy devient coupable, non pas par l'acte, mais par la pensée. Il est piégé. Comment expliquer à la police qu'un individu a tué sa femme sur la base d'une conversation folle dans un train? You have no intention of going ahead with our arrangement. None whatsoever. Le casting est ici essentiel. Farley Granger, que Hitchcock avait déjà dirigé dans La Corde, est parfait en Guy Hines. Cet Américain moyen, sur le visage duquel la panique et la culpabilité vont progressivement s'imprimer. Face à lui, Robert Walker est phénoménal. Sa présence, sa performance est si charismatique, si inquiétante, qu'il lui vole la vedette littéralement. I have a murder on my conscience, but it's not my murder, Mr. Haynes. It's yours. Tragiquement, ce fut l'un de ses derniers rôles. Il est décédé en août 1951, peu de temps après la sortie américaine du film, à seulement 32 ans, des suites d'une réaction allergique à un médicament prescrit pour soigner son alcoolisme. On retrouve aussi la propre fille du réalisateur, Patricia Hitchcock, dans le rôle espiègle de Barbara, la sœur de Anne. Une fois le meurtre commis, Bruno commence son harcèlement. Il apparaît partout, comme un fantôme, un rappel constant de la dette de Guy. Il se présente à Washington, regarde Guy jouer au tennis, s'invite à une réception chez le sénateur. Le piège n'est plus seulement psychologique, il devient social. Bruno menace de tout révéler si Guy ne remplit pas sa part du contrat, tuer son père. You crazy fool. Don't you call me that. Si L'inconnu du Nord Express est une masterclass, c'est parce qu'il illustre à la perfection la différence qu'Hitchcock faisait entre la surprise et le suspense. La surprise, disait-il, c'est quand une bombe explose soudainement. Le suspense, c'est quand le public sait qu'il y a une bombe sous la table et qu'elle explosera à 13h. Le simple fait de voir les personnages parler de la pluie et du beau temps tandis que l'horloge tourne devient insoutenable. Hitchcock est un manipulateur qui nous donne toujours une longueur d'avance sur ses personnages. Nous savons des choses qu'ils ignorent, ce qui crée une tension permanente. 2 scènes illustrent ce principe de manière éclatante. La première est la soirée mondaine. Bruno est au milieu de la haute société, racontant avec un plaisir pervers ses théories sur le meurtre. How are you going to do it? I didn't get your name. Mrs. Cunningham. Mrs. Cunningham. How are you going to do it? Well, I suppose I'll have to get a gun from somewhere. Oh no, Mrs. Cunningham. Pour démontrer une strangulation, il met ses mains autour du cou de la vieille dame. La scène pourrait être comique, mais elle bascule dans l'horreur quand Bruno aperçoit Barbara, qui porte des lunettes similaires à celles de Myriam, la femme qu'il a assassinée. Le souvenir du meurtre le submerge, il perd le contrôle et manque d'étrangler pour de vrai la vieille dame. Mr. Anthony, Mr. Anthony, help, help, help! Somebody come, quick! Help! Somebody come, quick, bring some water! Pour nous, qui connaissons le passé de Bruno, la scène est terrifiante. Nous sommes les seuls à comprendre la raison
de sa réaction. La seconde scène, encore plus célèbre, est le montage parallèle entre le match de tennis et la quête du briquet. Bruno, furieux, a décidé de piéger Guy en allant déposer son briquet sur les lieux du crime. Pendant ce temps, Guy dispute une finale de tennis capitale. Il doit gagner au plus vite pour intercepter Bruno. Hitchcock monte alors en parallèle ces deux actions. D'un côté, la balle de tennis, de l'autre, Bruno qui fait tomber le fameux briquet dans une bouche d'égout. Le temps est compté. Hitchcock alterne les plans. Un smash de Guy, les doigts de Bruno qui tentent de récupérer l'objet, les visages des spectateurs du match qui tournent la tête de gauche à droite. C'est un contre-la-montre à double détente, une symphonie de suspense. Cette précision était la marque de fabrique de Hitchcock, qui storyboardait chaque plan avec une obsession maniaque. Rien n'était laissé au hasard. L'acteur Farley Granger a raconté comment le réalisateur pouvait exiger des dizaines de prises juste pour un geste. Tout était chorégraphié jusqu'aux ombres menaçantes, magnifiées par la photographie en noir et blanc de Robert Burks, qui a d'ailleurs reçu une nomination aux Oscars pour son travail. Hitchcock était souvent mélancolique sur le tournage, absent en pensée. Lorsque Farley Granger est allé le voir pour savoir ce qui n'allait pas, « Je m'ennuie », lui répondit le réalisateur. Ce qui était intéressant pour lui, c'était la préparation, le storyboard, la mise en œuvre de son plan. Ensuite, ce n'était plus que de la besogne. Après son match, Guy se précipite vers la fête foraine pour l'affrontement final. Il retrouve Bruno sur le carrousel, là où le piège a commencé. Le manège, symbole d'insouciance, va devenir le théâtre d'une explosion de violence. La tension monte jusqu'à ce qu'un policier tire, mais abat par erreur le mécanicien du manège. En s'effondrant, celui-ci pousse le levier de vitesse au maximum, le carrousel s'emballe. Ce qui suit est l'une des séquences les plus spectaculaires de la filmographie de Hitchcock. Les mythes sur un véritable accident filmé en direct sont exagérés, mais la réalité est tout aussi fascinante. Hitchcock a combiné des plans d'une maquette de manège qui explose avec des scènes tournées sur une véritable attraction lancée à pleine vitesse. Le sentiment de panique est si fort car il est le résultat d'effets pratiques et de cascades incroyablement audacieuses. Dans une interview, Hitchcock a même raconté qu'un technicien, et non un cascadeur, s'est réellement glissé sous la structure en rotation pour l'arrêter. Une manœuvre extrêmement dangereuse. Le résultat est à couper le souffle. Le son est un vacarme de musique de foire devenu démoniaque, de grincements et de cris. C'est la métaphore parfaite de l'intrigue. Le mécanisme infernal mis en place par Bruno finit par se détraquer et causer sa propre destruction. Costume de cactus Acme. Crisscross. Que reste-t-il de l'Inconnu du Nord Express aujourd'hui? À part le fait que vous l'ayez sacré meilleur film noir de cette décennie, bien sûr. Il reste une leçon de cinéma, un thriller d'une efficacité diabolique, un film qui pourrait entrer dans le panthéon des thrillers avec en guise d'amuse-bouche un psychopathe bien retors. D'une certaine façon, on pourrait comparer ce film au Nerf à vif. Enfin, ce serait plutôt le contraire puisque celui-ci date de 51. L'ambiance, bien anxiogène, la montée en puissance de l'acharnement, la persécution, un méchant charismatique. Le tout est finement amené avec dans le rôle du tueur un Robert Walker troublant de génie dans son interprétation.
Il y a aussi du génie dans la réalisation, notamment le meurtre se reflétant sur les lunettes de la victime. Hitchcock réussit un thriller moderne, pousse le curseur encore plus loin dans la schizophrénie. Déjà, le rôle de la mère est intéressant. Il n'y a pas à chercher loin pour trouver les racines du mal. Wonderful. That's the old boy, all right. That's father. Is it? Ce thème sera à nouveau exploité dans le mythique Psychose, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. En fait, tout se tient dans la filmographie de ce réalisateur. Chaque film est une pièce qui le conduit vers son chef-d'œuvre. Mais lequel, puisqu'il y en a tant? L'Inconnu du Nord Express a donc laissé un héritage colossal, devenant un modèle pour d'innombrables thrillers psychologiques. Il a prouvé que le suspense le plus efficace n'est pas celui qui vient d'une menace extérieure, mais celui qui naît de nos propres désirs inavouables. Et si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps, eh bien faites-le. Ce train express pour l'angoisse n'a rien perdu de sa puissance et son voyage dans les recoins sombres de l'âme humaine, eh bien vous séduira encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines rétrospectives et surtout, dites-moi en commentaire quelle est votre scène préférée de l'Inconnu du Nord Express ou quel autre film d'Hitchcock vous aimeriez que j'analyse pour vous, sachant que j'ai traité pas mal de ces films en rétrospective ces derniers temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il faut faire vivre les grands classiques dans notre mémoire collective et cette chaîne, eh bien, est là pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao.